Dans cette capsule, je veux ouvrir une parenthèse, puis adresser une remarque qu'on a faite à la fin de la dernière capsule, c'est-à-dire la remarque qui faisait un lien entre la différentielle d'une fonction et son gradient. Alors, je vais explorer ça plus en détail ici, puis arriver à définir le concept qu'on va appeler la dérivée directionnelle d'une fonction. Alors, comme je disais, je m'attarder un peu sur cette remarque ici qu'on a faite à la fin de la capsule numéro 31. Alors, on avait défini c'était quoi la différentielle d'une fonction au préalable, puis on avait fait cette remarque ici à la fin que la différentielle d'une fonction appliquée sur le vecteur v est donnée par le produit scalaire du gradient avec v. Alors, je veux donner un nom à cette quantité-là. Fait que cette quantité-là, on va l'appeler donc ça va être un nombre. D'abord et avant tout, quand on va calculer ça, ça va être un nombre réel. Fait que cette quantité-là, ça va être ce qu'on va appeler la dérivée directionnelle de f au point P selon le vecteur v. Alors, je vais vous donner une intuition géométrique sur à quoi ça peut correspondre ça. Quand on a vu les dérivées partielles au début du semestre, on avait dit, bon, ben, la dérivée partielle de f par rapport à x, mettons, c'est qu'est-ce qui se passe à la fonction f quand on bouge dans la direction des y en gardant dans la direction des x en gardant la variable y constante. Et puis la dérivée de f par rapport à y, c'était le taux de changement, qu'est-ce qui arrive, comment la fonction f change quand on varie y, puis on garde x constant. Fait que ces deux dérivées partielles-là nous donnent un taux de changement de la fonction selon l'axe des x ou selon l'axe des y. La dérivée directionnelle selon le vecteur v, ce qu'elle vient nous donner, c'est toute variation de f dans une direction qui n'est pas nécessairement alignée avec l'axe des x ou y, mais qui est alignée avec le vecteur v. Donc, le nombre qu'on obtient, là, c'est taux de variation de f, comment rapidement ou lentement que la fonction change, si on est au point P, puis on se déplace dans la direction de v. OK? Alors, ce nombre-là, ça va nous donner ce taux de variation-là. Ça fait que, donc, géométriquement, j'ai dessiné la situation dans R2 ici. On doit être dans un point P, et puis on place le gradient de f comme un vecteur qui appartient à TP Rn, ou R2 ici, et puis le vecteur v, lui aussi, là, c'est un vecteur dans TP R2. Donc, on peut se poser la question suivante. Okay? Donc, supposons que la fonction f, elle est fixe. Elle est donnée au départ, mais je suis libre de choisir dans quelle direction je vais me déplacer. Je suis libre de choisir mon v. Donc, dans chaque v que je pourrais choisir, j'obtiens un nombre différent pour cette dérivée directionnelle-là. Alors, dans quelle direction est-ce que je pourrais me déplacer qui me donnerait la plus grande valeur possible pour cette dérivée directionnelle ici? C'est une question légitime, ça. Hein? Alors, je la place dans l'exemple ici. Donc, montrer que parmi tous les vecteurs v, donc pour fixer les idées, là, on va prendre des vecteurs v qui sont tels que sa longueur est 1. Vous allez voir pourquoi dans 2 instants. Là. Donc, parmi tous les vecteurs de longueur 1, montrer que parmi tous ces vecteurs-là, celui pour lequel la dérivée directionnelle prend la plus grande valeur possible, c'est v égale le vecteur unitaire selon le gradient. C'est-à-dire que si je suis libre à partir d'ici, si je suis libre de décider dans quelle direction je vais me déplacer afin que f augmente le plus rapidement possible, je dois choisir v aligné avec le vecteur gradient. Fait qu'on va montrer ça dans cet exemple ici. Puis on va se servir d'une formule que vous avez vue en algèbre linéaire, que ce soit au secondaire ou en première année, pour le produit scalaire. Donc, une formule qui calcule ce nombre ici à partir de la longueur de ce vecteur ici, la longueur de ce vecteur là, et puis l'angle θ qui
que forment ces deux vecteurs ici. OK, donc cette formule-là, donc dp, la solution ici, df pv, OK, donc c'est le produit scalaire du gradient de f au point P avec v, ben, ça c'est la norme du vecteur gradient fois la norme du vecteur v fois le cosinus de θ. OK? Donc ça, c'est une formule que vous voyez là au tout début quand vous voyez le produit scalaire. C'est une manière de définir le produit scalaire. Donc, ce qu'on va voir ici, la manière qu'on doit considérer ça, c'est que la fonction f, elle est fixée au départ. OK? Elle ne peut pas la changer. Donc ça, c'est connu, c'est calculable, c'est un nombre qu'on va supposer qui est non nul. OK? V, on a dit ici qu'on va prendre des vecteurs V de norme égale à 1. Fait que ça, là, ici, c'est égal à 1. Alors, la seule chose qui va changer ici dans le problème, c'est ce cosinus de θ-là. Donc, ce qui change, si je change mon V, c'est cet angle ici. Hein. Si je choisis ce V ici, l'angle θ est là. Si je choisis un V ici, l'angle θ est là. Et ainsi de suite. OK? Alors, la formule ici fait intervenir exactement comment est-ce que ce nombre ici change à partir de la direction que je choisis. Bon, cosinus, là, peu importe c'est quoi le θ vous entrez ici, c'est toujours entre moins 1 et 1. Donc, la plus grande valeur que ça peut prendre, c'est 1. Puis, quand est-ce que ça prend la valeur 1? Bien, quand θ égale à 0. OK? Donc, le cosinus, donc cette expression ici, prend sa valeur maximale lorsque θ égale à 0, parce que le cosinus de 0, c'est 1. C'est le maximum que le cosinus peut prendre. Donc, c'est-à-dire que si je choisis ma direction V, de telle sorte que l'angle entre V et gradient est 0, donc ça veut dire que V est aligné avec le gradient, ça. Donc, quand je choisis d'aller dans cette direction-là, cette expression ici est la plus grande valeur possible parmi toutes les valeurs qu'elle pourrait avoir là, en choisissant des vecteurs V unitaires. OK? Ça fait que, puis en plus, on peut savoir c'est quoi cette valeur maximale-là. Cette valeur maximale sera donnée précisément par quoi? Ben, ça c'est 1. Lorsque θ égale à 0, ça c'est 1 aussi. Fait que la valeur de ceci, là, la plus grande possible, c'est la longueur du vecteur gradient. Fait que le vecteur gradient, là, il nous donne deux informations. Hein? Il nous donne la direction dans laquelle on doit se déplacer afin de changer la fonction f, avoir un taux de variation le plus grand possible. Et puis, sa longueur nous donne ce taux de variation maximale-là. Donc, cette valeur maximale est effectivement la longueur. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui est utile. Donc, si je connais la fonction f, puis je veux savoir c'est quoi la valeur de dérivée directionnelle la maximale possible, je dois me déplacer dans la direction du gradient. OK? Ça fait que ça, c'est pour l'exemple 3.16. Un exemple concret d'un calcul qu'on peut faire ici, exemple 3.17. Soit, je vais prendre une fonction de R3 ici, alors soit f de x, y, z égale à x carré y moins xe à la z plus y. Et puis, je vous demande de calculer la dérivée directionnelle de f au point P égale 0, 1, moins 1 selon le vecteur V égale à 2E1
moins 5E2 plus 6E3. Okay, donc, le vecteur 2, moins 5, 6, situé au point P. Donc, on va essentiellement utiliser la formule qu'on a ici. On va calculer d'abord le gradient de f au point en question, puis je vais faire le produit scalaire avec le vecteur v qui est donné, puis ça va me donner un nombre, puis ce nombre-là, ça va être cette dérivée directionnelle-là qu'on demande de calculer. Donc, je dois calculer ici 3 dérivées partielles de f par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Donc, ici, je donne les réponses tout court, là, sans expliquer, parce que ça, c'est quelque chose que vous devriez être censé pouvoir faire maintenant. Fx, c'est 2xy moins e à la z. Fy, c'est x carré plus 1. Et puis, fz, c'est moins xe à la z. Je dois maintenant évaluer ces quantités-là au point P. Hein, donc, au point 1, 0, 1, moins 1. Je remplace x par 0, y par 1 et z par moins 1 dans les expressions que je viens juste de calculer. Alors, ceci, ça me donne moins e à la moins 1. Ça, c'est un nombre que, si vous voulez, sa valeur numérique, là, vous pouvez aller sur votre calculatrice, mais je peux le laisser juste comme ça. C'est complètement correct là, de le laisser comme ceci. Fy au point P, c'est égal à 1. Et puis Fz au point P, ici, c'est égal à 0. Donc, selon la formule, je vais avoir le produit scalaire du vecteur moins 1 à la moins 1, 1, 0, avec le vecteur 2, moins 5, 6. Donc, ça va être égal à moins e à la moins 1 fois 2, plus moins 5 par 1, plus 0 par 6. Donc, tout ce que j'ai fait ici, j'ai calculé ce produit scalaire ici. Et puis, quand on simplifie, ça me donne moins 2, e à la moins 1, moins 5. OK. Alors, pour terminer cette capsule, j'ai une remarque à faire parce que je me suis rendu compte que je l'ai oublié. J'aurais dû la mentionner plus tôt. Donc, ça n'a pas nécessairement lien avec dérivée directionnelle. C'est une remarque concernant le choix de base pour TPRN. OK, donc ça, je vais mettre ça ici dans la remarque 3.18. Parfois, il arrive que l'on préfère un système de coordonnées autre que cartésien. Donc, je n'ai parlé là, longtemps passé, là, coordonnées polaires, cylindriques, sphériques. Donc, quand on a un système de coordonnées différent que les coordonnées cartésiennes, les vecteurs là, E1P, puis E2P, puis E3P sont peut-être pas les mieux adaptés pour décrire la situation. Donc, je vais adresser cette remarque-là là, ici. Il arrive que l'on préfère un système de coordonnées autre que cartésien. Donc, la remarque, je vais l'illustrer avec un exemple en coordonnées polaires. Donc, la situation, c'est la suivante. J'ai le plan cartésien, et puis j'ai un point ici, P, qui a les coordonnées A1, A2 en coordonnées cartésiennes. Puis, supposons que j'ai décidé pour le problème que j'étudie, ce n'est pas les coordonnées cartésiennes que je veux utiliser, c'est les coordonnées polaires. OK, donc R et θ. Alors, le A1, la coordonnée X, est donnée par, mettons, R0 cos θ0 et puis R0 sin θ0. Hein, donc, les coordonnées polaires de ce point-là là, pourraient être R0 et θ0. Alors, quand j'ai défini c'était quoi l'espace tangent au point P, j'avais dit, OK, on a ici, essentiellement, on place un système de coordonnées ici. Puis j'ai
E1P, pardon, j'ai E1P là, et puis j'ai E2P ici. Puis comment est-ce que j'avais défini E1P puis E2P? C'était en prenant là une courbe paramétrée horizontale puis en calculant son vecteur tangent. Puis j'avais calculé E2 en prenant une courbe paramétrée verticale puis en calculant son vecteur tangent. Okay? Mais là, si j'utilise des coordonnées polaires, hein, des courbes horizontales puis verticales, ça n'a peut-être pas un sens. Ou ça n'a pas un sens qui serait utile. On préférait décrire une courbe. Donc, si j'ai une courbe ici qui passe par le point P, supposons que j'ai une courbe ici C de t, puis au lieu de l'écrire comme x de t, y de t, je vais utiliser les coordonnées polaires. C'est-à-dire que j'ai r de t cos θ de t, et puis r de t fois sin θ de t. Avec, quand t égale à 0, j'ai r et θ correspondant à R0 et θ0. C'est-à-dire que quand t égale à 0, là, cette courbe-là arrive à ce point-ci. Donc, ce que je veux faire, c'est calculer le vecteur dérivé de ceci, puis montrer qu'il y a peut-être deux vecteurs plus utiles que E1 et E2 à utiliser comme base pour TP. Donc, ce que je vais faire ici, c'est calculer ce C' de 0 là. Donc, C' de 0, c'est égal. Alors, j'utilise les règles de dérivation là, ordinaires ici. Alors, j'ai des produits. Alors, j'utilise la règle du produit, la règle de dérivée en chaîne, ainsi de suite. Donc, ce que je vais avoir ici pour C' de 0, c'est que je vais avoir R' de 0 fois cos θ0 sin θ0 plus θ' de 0 fois moins R0 sin θ0 R0 cos θ0. Donc, ce qui arrive, c'est que ça, ce vecteur ici, là, c'est un vecteur qui va être situé au point P, puis qui va être dans la direction indiquée ici. Ça, c'est le vecteur que j'ai ici, que je vais appeler θ chapeau. C'est pas le bon. Attendez. C'est ce vecteur ici qui est appelé θ chapeau. Ou, vous allez voir aussi d sur dθ au point P. OK? Fait que ça, c'est ce vecteur que j'ai ici. Fait que ça, c'est θ chapeau. C'est la direction dans laquelle θ augmente au point P. Et puis l'autre vecteur que j'ai ici, lui, on l'appelle R chapeau. Ou, encore une fois, d sur dr au point P. Lui, il se situe ici. Okay? Donc, ce sont deux vecteurs qui sont basés, qui sont joints ou liés au point P, mais qui sont différents de E1 et E2. Mais, on voit bien dans le diagramme que R chapeau et θ chapeau peuvent aussi former une base pour TP. Hein, ils sont linéairement indépendants, ça fait que je peux décider de d'écrire un vecteur de TP R2 comme une combinaison linéaire de R chapeau et θ chapeau, au lieu de l'écrire comme une combinaison linéaire de E1 et E2. Okay? Ça, c'est une remarque que je fais surtout pour les étudiants qui sont en physique. Ceux-là qui sont en maths, peut-être si vous ne le comprenez pas, c'est pas la fin du monde. Mais ceux qui sont en physique, là, vous allez jouer beaucoup avec ces vecteurs unitaires-là dans vos cours d'électrostatique et peut-être même de mécanique. Fait qu'ici, la conclusion, c'est que tout vecteur V, dans cet exemple ici, TPR2, peut s'écrire
comme une combinaison linéaire de un vecteur fois R chapeau plus V θ fois θ chapeau. Donc ça ici, ça c'est un nombre réel, c'est les coefficients du vecteur V par rapport à l'autre base. R chapeau et θ chapeau. OK? Ça fait que quand vous êtes en coordonnées polaires, puis vous prenez des vecteurs dans TPRN, bien souvent, c'est plus utile d'exprimer ces vecteurs-là à partir de la base R chapeau et θ chapeau. Fait que comme je disais, c'est peut-être une remarque qui s'adresse plus aux étudiants qui sont en physique que ceux en maths, là. Mais donc, sachez, je pense que dans ce cours ici, je n'aurai pas l'occasion d'utiliser cette terminologie-là. Mais en physique, là, vous allez certainement voir ça. Fait que quand votre prof de physique va vous demander est-ce que le blanc vous a montré ceci, là, vous pourrez dire oui. Il y a plus de détails dans le manuel du cours. Fait que je vous réfère ici à la section 3.2.4 du manuel de cours, là. Buono. Buono, c'est l'auteur. Fait que ça termine la capsule numéro 32.